Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Il est également youtubeur, conférencier international et digital nomade depuis plus de 15 ans parmi ses nombreuses casquettes. Il est suivi tout réseau confondu par plus de 450 000 fans, convaincus par sa méthode. Il est l'auteur best-seller du livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études avec plus de, tenez-vous bien, 130 000 exemplaires vendus, ce qui le place dans le top 5 des livres business les plus vendus en France par un auteur français. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Olivier Roland. Salut Olivier. Salut Gaël. Bah écoute, bienvenue sur le podcast. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Oui, Et merci de m'accueillir. avec joie, avec joie. Et tu es là, tu as écrit un nouveau livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas la chance de quitter son pays. Tout le monde n'aura pas la chance. N'aura pas la chance. Comment faire pour avoir cette chance-là alors? Bah oui, alors. Achetez le livre. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet, j'aime bien. Ok, donc c'est une bonne question, tu vois. Déjà, on pourrait se demander quel est l'intérêt de partir en fait. Et je pense que pour notre audience là, il y a plusieurs raisons possibles. Je pense que déjà, première chose, on est nombreux à constater que les perspectives de la France, c'est pas incroyable. On est nombreux à constater une dégradation de l'ambiance, une dégradation du rapport qualité-prix des services publics. On voit bien aussi que, il faut le dire, hein, la gestion des finances est absolument catastrophique, mais il n'y a pas d'autre mot. La dernière fois qu'il y a eu un surplus dans le budget en France, c'était en 1974. Donc ça fait quand même 50 ans que la France vit à crédit. Faut quand même s'en rendre compte. Et donc là, aujourd'hui, on atteint un seuil absolument démentiel. On a une dette qui est supérieure à 110% du PIB. Il y a un déficit de prévu qui va être quasiment de 6% cette année, ce qui est vraiment catastrophique. Et le coût de la dette va devenir prochainement, c'est prévu que ce soit en 2026 ou 2027, si je me rappelle bien, le premier budget, enfin la première charge dans le budget de l'État. Dans mon livre, donc, je donne les chiffres de 2022. En 2022, il y a juste les intérêts de la dette. Je ne parle pas de rembourser. Ça coûtait 50 milliards d'euros et l'IS a rapporté 40 milliards. Donc déjà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs, sachez que tout ce que vous payez en impôts sur les sociétés, ça sert à payer en gros 80% des intérêts de la dette. Je ne parle pas du remboursement. Là, c'est encore autre chose. Et donc, c'était au même niveau que le budget de l'éducation. Il faut le savoir. Et au-delà de ça, on peut vouloir partir pour se dire bon, est-ce que vraiment je veux continuer à contribuer à ce système qui clairement va droit dans le mur parce que il n'est pas tenable sur le long terme. On peut vouloir partir pour améliorer ses perspectives économiques, puis on peut vouloir partir aussi pour vivre une des aventures la plus excitantes qu'on puisse faire dans sa vie. Ça, il faut le dire. Moi, ça fait 10 ans que je suis parti de la France. J'ai vécu 3 ans à Londres, 7 ans à Dubaï. Ça fait 15 ans que je voyage 6 mois par an. Honnêtement, c'est vraiment une aventure extraordinaire à tout point de vue. On pourra en parler si tu veux, mais c'est une manière de mettre du piment dans sa vie, de mettre de l'exotisme, de briser la routine. Et c'est pour ceux parmi ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, c'est aussi un des meilleurs cadeaux que vous puissiez leur faire parce que vous leur donnez en fait ce mindset multi-pays et en fonction du pays où vous allez aller, aussi la possibilité d'acquérir une langue avec très très peu d'efforts conscients de leur part. Donc ça, c'est juste extraordinaire parce que je pense que là, c'est clairement le 21e siècle. 21e siècle sera un monde, ça sera un monde multipolaire et les gens qui seront cantonnés à une seule sphère culturelle et linguistique seront clairement l'équivalent de gens qui ont vécu dans un village de 150 habitants, dont 50 moutons, et qui sont jamais allés dans une grande ville internationale de plusieurs millions de personnes. Tu vois, c'est un peu la même chose. Et puis bien sûr, on peut vouloir partir pour toutes ces raisons en même temps. Ouais, donc une partie, comment est-ce que le pays où tu habites gère ses finances? Oui. Et surtout Puis les perspectives. Les perspectives, quel est l'avenir que le pays va t'apporter, mais également une partie, je dirais, de kiff, de vie, avec toute la partie, qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants, comment est-ce que, et même au-delà de ça, tu vois, je regardais, la France, je crois, c'est un des pires pays en termes de sécurité en Europe. Oui, c'est pareil, ça fait partie du constat. Clairement, il y a une montée du sentiment d'insécurité en France. J'ai pas regardé les chiffres de ça. Bon, après, il faut relativiser. Tu vois, je vais régulièrement au Brésil, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la situation du Brésil.
À Rio de Janeiro, faut vraiment que tu fasses gaffe et tu votes. Si tu fais pas gaffe, tu te fais punir immédiatement, ce qui est quand même pas le cas en France. Mais à côté de ça, je vis à Dubaï. Et là, c'est la même comparaison, si tu veux, que c'est tellement sécure à Dubaï que quand tu viens en France, tu as un peu l'impression d'arriver dans un pays du tiers-monde, tu vois, en comparaison. Donc, c'est vrai que la sécurité à Dubaï, c'est niveau Japon, c'est le genre de pays où tu peux laisser ton téléphone dans un bar, tu reviens 2 heures après, il est toujours là. C'est quand même assez incroyable. Et, On t'a nettoyé l'écran, on te l'a rechargé. voilà, c'est ça, limite. Donc tu vois, donc c'est sûr que en France, c'est pas du tout comme ça, évidemment. Et donc ça fait partie des enjeux. Et puis il y a aussi, il faut le dire, le problème, c'est que c'est une des analyses que je fais dans le livre. En fait, déjà dans le livre, je prends un peu de recul, j'essaie de prendre, d'avoir une vision à 10 000 pieds d'altitude, et je montre que c'est pas seulement la France, c'est aussi la plupart des pays occidentaux qui, au final, ont des finances absolument catastrophiques. Il y a quelques pays qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle, et que ça en fait, ça vient de problèmes systémiques, c'est-à-dire qu'en fait, les États, et même les États-nations, sont en train de se faire disrupter par la mondialisation et les nouvelles technologies, et notamment Internet. Tu vois, ce que toi et moi on fait, par exemple, c'est-à-dire s'être expatrié tout en continuant notre business en français, bah, c'est extrêmement disruptif pour le système. Le système n'a pas été conçu avec des gens comme nous en tête, parce que jusqu'à récemment dans l'histoire, ce n'était pas possible techniquement de le faire. Et aujourd'hui, bah, c'est extrêmement facile, et il y a de plus en plus de gens qui sont digital nomades ou qui simplement partent pour avoir des meilleures conditions. Tu vois, ce que je dis dans mon livre, c'est que à partir du moment où on se libère de la tyrannie de l'endroit et que donc on n'est plus obligé d'être quelque part, notamment pour pouvoir gagner sa vie, eh bien on passe d'un statut où on subit un monopole des services de gouvernance. Et là, si tu es sur un territoire avec un mauvais état, eh ben tant pis pour toi. Comme disent nos amis québécois, tu es pogné avec ton mauvais état. Et tu passes à un statut où d'un seul coup, tu deviens client dans un marché de juridiction qui se battent pour t'attirer. Et ça, c'est juste incroyable. Et tu vois, je fais le parallèle et je dis c'est la même chose qui s'est passé dans les pays communistes quand ces pays se sont ouverts au capitalisme et que donc les gens sont passés d'un statut où ils devaient faire 1 heure de queue pour avoir un pain de mauvaise qualité et au statut où là, ils ont accès à supermarchés capitalistes avec des dizaines de variétés de pain d'excellente qualité qui attendent pour eux. Et là, c'est pareil. Tu vois, quand tu te libères de la tyrannie de l'endroit, l'époque où tu étais pogné avec un mauvais état, c'est fini. Si l'État ne te propose pas un bon rapport qualité-prix entre ce que tu payes et ce que tu obtiens, bah, tu peux aller chercher ailleurs. Et tu as littéralement des dizaines et des dizaines d'États aujourd'hui qui te déroulent le tapis rouge pour t'attirer en te proposant des conditions absolument exceptionnelles. On pourra en donner quelques exemples si tu veux, mais juste par exemple Dubaï, mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. En France, on peut facilement être entre 60 et 70% d'impôts en fonction. Enfin, quand tu calcules tout, à Dubaï, tu es à 10%. Hein. Donc, tu payes, c'est pas cher, et en même temps, derrière, tu as une sécurité exceptionnelle, tu as une qualité de vie exceptionnelle, tu as accès à une ville futuriste dans laquelle tu te sens vraiment porté, tu vois, par l'ambition, en fait, par le dynamisme. Et puis là, aujourd'hui, dans mon industrie, qui est celle des infopreneurs, des entrepreneurs sur le web, Dubaï, c'est un meilleur hub pour networker que Paris. Il faut s'en rendre compte quand même. Donc, ça fait quand même beaucoup d'avantages. Et quand tu vois que tu payes 6 à 7 fois moins cher les services de gouvernance qu'en France, tu te dis, bon, clairement, quelle est la raison rationnelle de rester en France, tu vois? Et quand je parle de la France, c'est aussi le cas pour la Belgique. La Suisse, c'est un pays extrêmement bien géré, donc ça, c'est un peu différent. Le Canada, c'est entre les deux, on va dire, c'est pas aussi pire que la France et la Belgique, mais c'est pas non plus foufou, tu vois? Mais en tout cas, voilà, clairement, Dubaï propose, par exemple, un rapport qualité-prix qui est exceptionnellement meilleur que ce qu'on peut avoir dans les pays francophones occidentaux. Intéressant. Et ça, c'est toujours aussi un point, tu vois. C'est parce que, enfin, moi, c'est quand j'ai été amené à bouger, j'ai 40 ans aujourd'hui. Je suis parti de France quand j'avais 22 ans. J'ai commencé par vivre au Cambodge. Après, j'ai vécu à Londres pendant 13 ans. Ensuite, après Londres, j'en avais marre du temps pourri. Je suis allé à Bali, où là, j'ai vécu 1 an et demi. Et là, je suis aux Pays-Bas aujourd'hui, parce que ma femme est indonésienne. Elle vit aux Pays-Bas depuis 26 ou 27 ans. Ok. Et là, tu vois, se pose la question du next step. Tu vois. Moi, ça a toujours été, ok, c'est qu'est-ce qui me fait kiffer, tu vois. C'était en termes de direction, et c'est un petit peu ça qui drive, tu vois. Et c'est vrai que quand je vois la France de loin, moi, j'ai quand même passé 1 an et demi quand j'étais à Bali, en Indonésie, et je me souviens de revenir à l'aéroport Charles de Gaulle.
Et tu te dis, maintenant, là, je crois que je viens d'arriver dans le tiers-monde. Les mecs étaient incapables de gérer l'aéroport. On était une cinquantaine, soixantaine de personnes à attendre nos bagages. Et il y a marqué tous les bagages sont délivrés. Et il n'y a plus aucun bagage sur le tapis qui tourne. Et je me dis, mais sont où les valises de tous ces gens-là? On va voir les gens, ils disent, ah non, mais on écrit ça après une demi-heure, c'est normal. Et tu te dis, mais c'est un truc de dingue, tu vois, la qualité du service, elle est où? Et pour toi, c'est quoi qui devrait driver le fait de vouloir changer de pays? Parce que écoute, tu vois, il y a plus... Ouais. l'Estonie, tu vois, il y a l'Estonie. Et oui, ok, l'Estonie aussi, c'est très intéressant sur un point de vue fiscal, mais t'as envie d'aller vivre en Estonie, toi, où il fait froid. En été, t'as des journées qui durent 20 heures, j'y suis allé, mais tu vois jamais la nuit. Ça fait bizarre, tu vois. Donc, comment le choisir, tu vois? Est-ce que tu privilégies qualité de vie ou fiscalité? Alors, tu vois, ça c'est très intéressant comme question. Moi, c'est ce que je dis dans mon livre. Ça sert à rien d'aller dans un pays que vous détestez juste pour payer moins d'impôts. Vraiment, aucun intérêt. À la fin de votre vie, vous allez plus vous rappeler de vos lettres d'amour que de vos relevés bancaires. En tout cas, j'espère. Donc, C'est très beau. Ça, c'est très très beau. Ça, je tiens à le souligner. Ouais, non, mais vraiment. Donc, mais par contre, en fait, le monde est tellement vaste. Il y a quand même 190 pays. Et dans beaucoup de pays, il y a une multitude de juridictions. Comme par exemple aux États-Unis, il y a 50 États. Il y a même des territoires américains comme Porto Rico qui proposent chacun des conditions différentes. Donc, on pourrait dire qu'il y a des centaines et des centaines de juridictions potentielles. Il y a tellement d'endroits que vous pouvez quand même relativement facilement trouver l'endroit qui présente pour vous la meilleure combinaison de qualité de vie, coût de la vie, soleil, nourriture que vous aimez et impôt bas. Donc l'idée, c'est plutôt de trouver un package. Et je veux dire, la France étant dans le top 3 des pays les plus taxés du monde chaque année depuis 1960, c'est pas compliqué de trouver un pays moins taxé que la France. Hein. En gros, vous lancez une fléchette sur la carte, vous êtes quasiment sûr de tomber sur un pays moins taxé. Donc voilà. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle quand on vient de France. C'est génial. Très facile de trouver un pays moins taxé. Pareil pour la Belgique. Hein. La Belgique, sur certains aspects de la fiscalité, c'est mieux qu'en France. Sur certains aspects, c'est moins bon. On va dire que c'est aussi dans le top 5, 10 des pays les plus taxés du monde chaque année. Tu peux pas faire pire. Tu veux pas. Ouais. T'as peu de chances de faire pire, quoi. Voilà, donc surtout les impôts, c'est juste un critère parmi d'autres. Faut pas regarder que ça, mais vraiment la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment énormément de pays qui vous proposent des conditions intéressantes. Tu vois, donc on parle de l'Estonie. L'Estonie a été le premier pays au monde à mettre en place un visa pour les digital nomads. C'était en 2020, et 4 ans plus tard, en 2024, il y avait 60 pays du monde qui avaient mis en place un visa digital nomads. 25% des pays du monde en 4 ans. Et ça te montre, si tu veux, que là, il y a une compétition qui s'est créée, qui est en train de s'intensifier, où vraiment, alors il est estimé qu'aujourd'hui, il y a entre 35 et 40 millions de digital nomads dans le monde. Combien? Entre 35 et 40 millions. Ah, c'est quasiment un petit pays, quoi. Oui, enfin, exactement. C'est un beau pays, c'est la moitié de la France. C'est pas un petit pays, ça. Tu sais qu'il faudrait regarder, mais je crois que la moitié des pays du monde ont moins de 10 millions d'habitants. Donc, faudrait vérifier, mais c'est un truc comme ça. Donc, non, c'est un beau pays, en fait. D'ailleurs, je parle dans mon livre du fait qu'en fait, les nomades digitales pourraient à terme créer un État réseau. Hein, ça, c'est un concept qui a été inventé par Balaji, qui est un penseur issu de la Silicon Valley, un entrepreneur, l'ex-CTO de Coinbase. Et donc, on pourrait envisager, si tu veux, on pourra en parler, que les digital nomades se dotent d'États, en fait, qui les représentent. Bon, mais sans aller jusque-là, il y a un État libre qui est en train de se créer autour de l'Italie. Ah bah tu vois, je savais pas. Alors j'ai visité la cité libre de Prospera au Honduras l'année dernière dans le cadre des recherches que j'ai fait pour mon livre. Et il y a plein d'autres projets comme ça parce que justement, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, je pense vraiment que la forme actuelle l'entité État-nation en tant qu'entité culturelle, politique, géopolitique et économique pertinente est en train de devenir obsolète. Sur plein d'aspects, ça c'est une longue discussion, mais on ne peut pas en parler si tu veux, et que du coup, il y a d'autres formes de gouvernance qui sont amenées à complémenter, voire remplacer cette forme-là. Mais pour rester plus terre à terre pour ceux qui nous écoutent, comprenez ça, je veux dire, ça serait, étant donné tous les endroits du monde incroyables qui vous attendent, ça serait quand même incroyable comme chance que comme par hasard, l'endroit où vous êtes né, c'est celui qui vous offre les meilleures conditions de toute la planète. Réfléchissez un peu à ça. Et tu vois, c'est une perspective que j'essaie d'amener, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ont
sont dans une sorte de bulle, pense trop à l'intérieur de la boîte. Tu vois, je dis, la plupart des gens, ils sont nés dans un pays, ils sont éduqués dans ce pays, ils parlent principalement que la langue de ce pays, ils décrochent leur diplôme dans ce pays, travaillent dans ce pays, investissent dans ce pays, se marient dans ce pays, prennent leur retraite dans ce pays et meurent dans ce pays. Tu vois, c'est ce que j'appelle les monopays. Et quand on regarde autour de soi, c'est probablement 98% de la population. Et c'est OK. Mais c'est simplement le problème de ça, c'est que quand vous êtes monopays, vous êtes dans une bulle en fait de monopays. Déjà, comme vous n'avez pas, je veux dire, voyager en tant que touriste à low kilomètre, ça suffit pas. Quand vous n'avez pas vécu à l'étranger, vous n'avez pas de point de comparaison. Tu vois, je donne l'exemple, par exemple, pour moi, clairement, un Français qui te dit la Sécu, c'est le meilleur système du monde, c'est le signe clair que c'est le Français qui n'a pas assez voyagé. Parce que dès que tu te mets à voyager, tu te rends compte que c'est absolument faux. Mais je veux dire, c'est ce qui se rapproche le plus d'une propagande stalinienne de la part du gouvernement. C'est vraiment archi faux. Moi, oui, pour avoir vécu dans d'autres pays que la France, je confirme à 100%. Tu vois, quand toi qui as vécu en Angleterre, à Londres, la NHS, moi, je suis bluffé par ce système-là. Ouais, tu payes zéro. Tu vois, je raconte l'anecdote. La première fois que je suis allé voir un médecin en Angleterre, à la fin de la consultation, je lui demande combien je vous dois. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais comment ça, combien vous me devez? Je lui dis, je sais pas, on a fait une consultation, je dois vous payer. Et là, elle me regarde et elle me dit, haha, I can see you are French. Tu vois, elle se foutait de moi. Elle dit, je vois que vous êtes français. Elle se foutait de moi. Et là, ça m'a fait un choc, tu vois. Et je me suis rendu compte que, effectivement, en Angleterre, tu payes zéro. Tout est gratuit de A à Z, les hôpitaux et tout ça. Et les cotisations sociales sont 2 fois moins chères qu'en France en plus. Donc c'est quand même incroyable. Après, faut être honnête, la qualité des soins est pas non plus aussi bonne qu'en France, parce que tu sais, c'est un secteur public. En fait, les médecins sont des fonctionnaires là-bas. Et si tu veux être dans le privé, tu as le droit, mais t'es pas pris en charge. Donc il y a 2 systèmes parallèles. Ouais, mais tu payes une mutuelle. Alors oui, mais justement, ouais, en fait, moi ce que je dis, etc. Mais en France, c'est pareil en fin de compte. Oui, mais alors attends, c'est ce que je dis. En fait, on est à 80% de qualité, c'est ce que j'estime en Angleterre par rapport à la France, mais on paye 2 fois moins cher. Donc dans les faits, le rapport qualité-prix est infiniment meilleur. Est-ce que vous voudriez doubler le prix de vos cotisations sociales pour améliorer de 20% la qualité des soins? Ça fait pas de sens. Donc ça, c'était le premier choc. Puis après, là à Dubaï, tu vois, j'ai une assurance mondiale santé qui me coûte 154 € par mois et qui me couvre à hauteur de 1 million d'euros par an. Dans le monde entier, sauf les États-Unis, parce que les États-Unis, là, pour le coup, c'est un système dysfonctionnel, ça coûte très cher et ça augmente le coût des assurances. Puis alors, le niveau de la qualité des services de santé à Dubaï, c'est du délire. Enfin, c'est du délire. Il n'y a pas d'attente. On te sert le café avec le sourire. Enfin, c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, franchement, c'est un autre monde, hein, rien à voir. Bon, voilà, bref. Donc, c'est ça le truc, tu vois. Les monopays, en fait, comme ils n'ont pas de point de comparaison, ils sont dans une bulle. Ils se font plus facilement manipuler par la propagande du gouvernement. Et aussi, ça réduit en fait leurs opportunités parce qu'ils pensent trop à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est la première chose à comprendre, c'est qu'en brisant cette bulle de monopéisme, vous vous mettez à penser en dehors de la boîte et d'un seul coup, il y a des dizaines, des centaines d'opportunités qui s'ouvrent à vous pour améliorer votre qualité de vie. Parce que beaucoup de gens, par exemple, aimeraient bien avoir augmenté le chiffre d'affaires de leur entreprise, leurs bénéfices, leur salaire, etc. Mais vous pouvez à revenu égal partir dans un pays 2 fois moins taxé que la France et du jour au lendemain, vous multipliez par 2 l'argent net qui rentre dans vos poches, par exemple. Hein. Et puis bien sûr, tout en profitant d'un plus beau soleil, d'une bouffe de qualité et d'une aventure incroyable. Voilà, j'essaie d'ouvrir les chakras là-dessus. Après, c'est sûr que pour beaucoup de personnes, c'est peut-être sortir un peu trop de leur zone de confort et tout ça, mais un voyage de milieu commence par un simple petit pas. Donc, si on peut résumer, il faut être un rebelle intelligent. Oui, tu vois, c'est effectivement le nom que je donne à ma communauté. C'est ça, d'être un rebelle intelligent, c'est de savoir, d'analyser le système dans lequel on se trouve et de savoir se rebeller contre certains aspects du système qui ne font pas de sens. C'est-à-dire, on se rebelle pas automatiquement contre tout et n'importe quoi, ça sert à rien. Tu vois, il y a des choses qui sont que tout le monde fait qui sont intelligentes, mais c'est vraiment d'analyser en essayant d'avoir le regard le plus neutre possible. Donc, ça veut dire aussi de se détricoter un petit peu d'une certaine propagande qu'on nous a inculquée. Hein. Et ou d'une bulle, tu vois, c'est pas forcément, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais tu vois, un des critères qui fait que, un des facteurs qui fait que les monopays sont dans une bulle, c'est que souvent ils consultent que les news nationales. Enfin, tu vois, ils consultent leurs news dans des journaux, dans des podcasts nationaux, qui sont eux-mêmes composés dans leur rédaction principalement de gens qui sont monopays. Donc c'est une bulle qui s'auto-entretient en fait.
Et tu as des mythes qui s'auto-entretiennent comme la Sécu, c'est le meilleur système du monde. Ouais, ça, je confirme bien. Et du coup, donc toi, comment est-ce que tu es arrivé bah, à coucher tout ça sur le papier et pourquoi en fin de compte tu vois, quel a été ton driver, ton motivateur de faire ça? Est-ce que tu as écrit ton livre toi-même ou est-ce que tu es passé par un prêt-plume Alors, moi, vraiment, pour y arriver? alors, déjà, tu vois, j'ai l'exemplaire ici, comme vous pouvez voir, il y a de quoi faire. On peut s'en servir le matin pour sa muscu. Euh, et le premier, exactement comme ça aussi, hein. Donc là, il y a 600 pages, il y a plus de 800 références scientifiques. Je ne sais pas écrire autre chose que vraiment une plongée profonde dans le sujet. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, je l'ai écrit à 100% moi-même. Pour le premier livre, j'avais une équipe de recherche qui m'aidait à trouver des articles scientifiques et tout ça. Là, pour ce livre, je n'en ai pas eu besoin grâce à ChatGPT. Alors moi, j'ai commencé à écrire ce livre en juin 2022. Donc ChatGPT est sorti 6 mois après, en novembre. Et quand il est sorti, je me suis dit, waouh, bon, ouais, c'est incroyable. En fait, ce livre va être le dernier que je vais pouvoir écrire sans qu'on m'accuse, qu'on doute en fait de est-ce que c'est moi qui l'écris ou c'est ChatGPT. Si vous lisez, vous verrez que c'est impossible que ChatGPT ait écrit ça. Mais je l'ai utilisé comme assistant de recherche. Ça, c'était pas mal parce qu'il me sortait, il me trouvait des articles de recherche que je n'aurais pas forcément identifié, même si des fois il hallucine, donc de toute façon j'ai tout vérifié. Je l'ai utilisé pour résumer certaines parties un peu longues de mon livre. Et puis tu sais, des fois j'ai des listes d'exemples et je lui donnais les listes d'exemples en lui disant est-ce que tu as d'autres exemples? Et parfois il me trouvait des exemples intéressants que j'aurais pas à penser. Mais sinon, 99% c'est moi. Et quelle a été Alors déjà j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire, ce qui est une grosse amélioration parce que le premier j'avais mis 4 ans. Pas à temps complet, hein, bien sûr, mais c'est voilà, c'est le temps qu'il m'a fallu entre le moment où j'ai démarré et le moment où j'ai fini. Et la motivation première, en fait, c'est que vraiment, je me suis rendu compte de plus en plus de cette bulle dans laquelle les monopays sont. Et moi, tu vois, j'ai toujours eu ça en moi. Quand je vois quelque chose, quand je comprends quelque chose et que je vois qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, j'ai vraiment envie de prendre mon bâton de pèlerin pour leur prêcher la bonne parole un peu, tu vois, pour partager ça. Et parce que vraiment, une des raisons qui font que la France va pas très bien, et c'est pas, même si c'est pas le seul pays, c'est que je pense qu'il y a voilà, trop de gens utilisent un logiciel qui est déjà dépassé en fait pour essayer de comprendre le monde. Donc j'essaie, c'est ma mission à mon échelle, d'aider les gens à actualiser un petit peu leur logiciel pour mieux comprendre le monde dans lequel on est, parce qu'on est en train de vivre un changement d'époque en fait, tout simplement. Une transition qui va être aussi disruptive pour notre monde, y compris pour les formes de nos institutions, que l'a été la révolution industrielle. Sauf que là, ça va aller plus vite, parce qu'on est dans un monde où tout va beaucoup plus vite qu'il y a 200 ans. Tu vois, ce qui a vraiment démarré la genèse de la jeunesse de mon livre, là où j'ai commencé ma réflexion avant même que j'ai l'idée d'écrire le livre, c'est quand je suis arrivé à Dubaï. Il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellé, c'est que je me sentais plus libre dans une monarchie musulmane que dans une démocratie occidentale. Et là, franchement, je comprenais pas, tu vois, parce que toute ma vie, on m'a dit qu'un endroit comme ça, c'était pas possible de se sentir plus libre. Et c'est qu'un endroit comme ça pouvait pas marcher aussi en termes de prospérité économique. Et là, j'arrive à Dubaï et je vois que c'est incroyable à quel point tout est plus efficace qu'en France. Et en plus, je me sens plus libre. Et ça a créé une vraie dichotomie en moi, tu vois. Donc, j'ai noirci des pages dans mon journal pour réfléchir sur le sujet. Et ça a été vraiment la genèse de mon livre. Si tu veux, on peut parler de pourquoi, en fait, j'ai fini par comprendre au final le paradoxe, les raisons du paradoxe. Ouais. Et alors, avant de rentrer dans les détails de ce paradoxe, qu'est-ce que ça veut dire pour toi plus libre? C'est quoi la définition d'Olivier Roland de la liberté? Ouais, bah tu vois, alors du coup, ça me fait rentrer dedans quand même parce que une des raisons majeures qui fait qu'à Dubaï, je me sens plus libre, c'est qu'à Dubaï, on a une liberté économique démentielle. Et alors, et je me suis rendu compte, par contraste, que en fait, en France, on a certes une liberté politique plus grande qu'à Dubaï, mais on a une liberté économique bien plus restreinte. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un État nounou qui nous micromanage et qui nous emmerde, il faut le dire, avec des tas de règles débiles qui font chez le monde. Et qui, en fait, tu t'en rends pas compte tant que tu es dedans. Ça, c'est un des problèmes de quand tu es dans la bulle du monopéisme. Mais tu as une chape de plomb sur tes épaules qui pèse sur toi en permanence avec un État extrêmement fort centralisé qui veut diriger une grosse partie de ta vie. Alors qu'à Dubaï, déjà, ta fiscalité est 6 à 7 fois moindre. Mais en plus, on te fout la paix.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de régulation à Dubaï, mais on ne te fait pas chier avec des conneries. Toi, il n'y a pas de RGPD, il n'y a pas de machin, tu vois. C'est beaucoup plus facile de créer sa boîte, la comptabilité aussi. Enfin, il y a des tas de choses en fait où tu te sens plus tranquille et où on te laisse. Voilà. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est ce que je dis. Tu vois, tu vas pas. Typiquement, un entrepreneur va pas aller dans les rues défiler pour demander au gouvernement de les aider. Si par extraordinaire les entrepreneurs défilent dans la rue, c'est pour dire au gouvernement ôte-toi de mon chemin, arrête de nous faire chier. Tu vois, on l'a vu avec le mouvement des pigeons, par exemple, qui protestait contre. C'était un mouvement en 2012 parce que Le François mouvement des Hollande. pigeons. Ouais, c'était un mouvement d'entrepreneurs qui s'est battu contre une réforme qui était voulue par le gouvernement Hollande fraîchement élu en 2012, qui voulait taxer le capital au même niveau que le travail. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient que les dividendes et les gains de capitaux soient taxés de la même manière que les salaires. Et là, les entrepreneurs, on dit, mais les gars, vous comprenez pas, quand on investit dans des startups, on a une chance sur 10 de réussir et encore. Ça rémunère le risque, tu vois. Et là, il y a une protestation, mais pour dire au gouvernement, arrêtez de nous faire chier. Tu vois, on ne demandait rien au gouvernement, à part arrête de nous emmerder. Donc nous, les entrepreneurs, on veut juste, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre gouvernement idéal? C'est un gouvernement léger, qui coûte pas très cher, qui apporte les services de base qui doit s'assurer, genre la sécurité, et qui se met pas en travers de notre chemin, qui nous laisse libre de créer notre propre réalité. Et pour ça, le gouvernement de Dubaï, il est incroyable. Ça m'a réconcilié avec le fait qu'un gouvernement peut être efficace, honnêtement. Tu vois, un des paradigmes qui est différent à Dubaï, c'est que vraiment, ils considèrent leurs résidents comme des clients. Et ils le disent. À chaque fois qu'ils communiquent, c'est voilà comment nous avons augmenté votre expérience client. Et ça colore tout leur fonctionnement. Tu vois, pour donner un exemple, sur chaque site web de l'administration, tu as une petite fenêtre de chat où tu peux remonter ton contentement ou ton mécontentement. Et les informations ne sont pas envoyées à l'administration en question, elles sont envoyées au ministère du Bonheur, parce que oui, il y a un ministère du Bonheur à Dubaï. Et ce Ministère du ministère, Bonheur. ouais, et le ministère du Bonheur, son rôle, c'est de faire, il a un regard transversal sur toutes les autres administrations, et son rôle, c'est de faire en sorte que les administrations soient efficaces et ne fassent pas chier les résidents. Et donc, si tu n'es pas content, tu peux littéralement envoyer ton feedback au ministère du Bonheur, et le ministère du Bonheur peut aller enquêter dans l'administration. Et régulièrement, tu vois, il récompense les 5 meilleures administrations, et il tape sur les doigts des 5 pires. Et tout ça, c'est public, hein. Et du coup, ça, c'est incroyable. Enfin, ça rend les administrations efficaces. Rien que ça, tu vois, c'est une idée géniale. Pourquoi mettre pas ça en place en France, en Belgique et dans tous les autres pays? Ça serait déjà une révolution, tu vois. Parce qu'il y a cette notion de responsabilité, d'accountability dans l'administration où tu dois rendre des comptes sur la qualité de ton service, qu'on a beaucoup moins dans les pays occidentaux de manière générale. Pareil, l'émir, le cheikh de Dubaï, il est connu pour faire des inspections surprises juste à l'heure de l'ouverture dans les administrations. S'il se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur poste, il les vire sur le champ. C'est connu, tu vois. Il va à l'aéroport de Dubaï. Bon, là on n'est plus dans l'administration, mais ça lui arrive, tu vois. Il mesure avec son téléphone. Il va suivre quelqu'un qui vient de sortir de l'avion et il mesure combien de temps il lui faut pour passer la douane, en fait. Et si c'est trop long, il engueule les gens. Bon, bref, enfin, tu vois, il y a toute cette notion que à Dubaï, il faut que le gouvernement soit efficace, c'est super important. Et ça manque beaucoup en France. Bon, il y a plein d'autres choses, hein. Aussi, la raison majeure aussi finale qui fait que je me sens plus libre à Dubaï. Alors que tu vois, on pourrait dire, mais Olivier, si la liberté c'est ta valeur première, ça ne te dérange pas de vivre dans un état policier, parce que c'est ça aussi qui fait que c'est très sécurisé, hein, c'est un état policier. Il y a des caméras partout, et contrairement à Londres, elles servent vraiment à quelque chose. Parce que là, clairement, tu vois, par exemple, tout le monde sait que ça sert à rien de voler une voiture à Dubaï et aux Émirats, parce que tu vas littéralement à la police, tu donnes ton numéro de plaque, il la tape sur l'ordinateur, il voit immédiatement où la voiture est, et ils savent tout son itinéraire précédent. Donc ça, c'est génial pour lutter contre les vols. Mais par contre, tu vois le potentiel de risque tu peux littéralement surveiller toute la population de manière algorithmique. Comme ce qui se passe en Chine avec le crédit social, notamment. Alors voilà, mais du coup, et là, c'est fair de me poser la question, mais du coup, est-ce que ça te dérange pas, Olivier, d'être dans un pays comme ça? Et Olivier, ça te dérange pas d'être dans un pays comme ça? Bah voilà, excellente question, gars, je suis content que tu me la poses. Et donc, la réponse à ça est non, alors que ça me dérangerait fortement en France. Pourquoi? Parce que le contrat social est complètement différent. À Dubaï, le rapport de force est aussi différent. En fait, il faut comprendre que déjà, Dubaï et les Émirats de manière générale, la population, c'est 85% d'expatriés.
Ok. Imagine en France si 85% de la population était née à l'étranger. Comment les gens réagiraient, tu Bah, vois? déjà, on les appellerait pas des expatriés, on les appelle des immigrés. Ouais. Et souvent en France, on leur tape dessus. Donc, Donc voilà, donc déjà, non, il faut se rendre compte, et ça peut faire rire certains, mais c'est une des choses dont tu te rends compte quand tu sors de ta bulle de Monopoly. Les Émirats, c'est un des peuples, les Émiratis, c'est un des peuples les plus tolérants du monde. Vous connaissez beaucoup de peuples qui sont prêts à accepter de se mettre en minorité comme ça, sur leur propre territoire. Donc, faut se rendre compte de ça, mais au-delà de ça, bon, ça c'est une parenthèse. Euh, Déjà, quand tu viens à Dubaï, c'est parce que tu as choisi d'y aller. Si tu vas pas là-bas en te disant bon, je vais faire des manifs parce qu'il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Si t'es pas content, t'y vas pas. Enfin, déjà, ça fait un filtre, tu vois. Donc déjà, première chose. Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qui contraint au final les pouvoirs du gouvernement de Dubaï et qui empêche les abus? C'est le marché. Parce que si, admettons, tu vois, ils commençaient à utiliser les caméras pour vraiment fliquer les gens et, tu vois, je dis n'importe quoi, ils diraient, OK, on interdit les soirées de, je sais pas, plus de 5 personnes dans vos apparts, et que là, ils voient qu'il y a 6 personnes qui rentrent chez toi. Ils ont la technologie pour voir, hein. Et là, ils t'envoient un flic immédiatement. Qu'est-ce qui va se passer s'ils font ça? Ben, les gens vont se casser. Les gens vont se barrer. Donc, tu comprends? Et là, du coup, ça serait un facteur qui ferait que l'attrait et l'économie de Dubaï commenceraient à baisser, voire à s'effondrer. Parce que sans ces expats, Dubaï et les Émirats de manière générale ne seraient rien. Donc, ils sont contraints par les forces du marché, et c'est pour ça qu'ils sont dans l'excellence. C'est pour ça qu'ils veulent vraiment avoir une qualité de service client qui est au top, et ça inclut de ne pas abuser de leur pouvoir pour faire chier les gens, mais d'utiliser leur pouvoir pour, au contraire, améliorer la qualité de service. Donc, tu vois, le contrat social est complètement différent. Et au final, avec Dubaï, tu ne votes pas avec un bulletin dans l'urne, mais tu votes avec tes pieds. Ce qui est une forme beaucoup plus puissante de vote. tu fais avec tes Parce pieds. que, là oui, tu votes avec tes pieds, parce que, pour parler clairement, si demain Dubaï me gave, je me casse. Tu vois, je suis à Dubaï en tant que client. Si demain Dubaï commence à avoir un mauvais rapport qualité-prix, je me barre, je vais ailleurs. Et je vais utiliser les services de gouvernance d'un autre fournisseur de services de gouvernance, donc d'un autre pays. Tu vois, c'est une J'aime des choses que beaucoup ton j'essaie concept de d'amener. service de gouvernance. Ben oui, un État, c'est un prestataire de services de gouvernance. Historiquement, l'État s'est glorifié et s'est transformé en une sorte de dieu, ce qui d'ailleurs a commencé à remplacer le dieu des religions dans l'esprit des gens au moment où justement les gens sont devenus de moins en moins croyants. C'est pas un hasard, tu vois. Euh, les, les trous en forme de dieu se font remplir par des formes en forme de dieu. Voilà, c'est comme ça. C'est dans l'esprit humain. Tu vois, c'est pas pour rien qu'on a eu des dieux depuis le début. La psyché humaine a besoin de choses pour combler les trous en forme de dieu dans notre psyché, tu vois. Donc, quand tu deviens moins croyant, tu as besoin de remplacer cette croyance par autre chose. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, l'État, c'est une sorte de Dieu. Mais bon, j'essaie, tu vois, de donner, d'avoir une relation moins émotionnelle avec l'État aujourd'hui et plus rationnelle, plus neutre. Et voilà, fondamentalement, l'État, c'est un prestataire de services de gouvernance. Et tu peux le juger sur ses performances comme n'importe quel fournisseur de biens et de services. Et quand tu fais ça, tu te rends compte que là, en France, c'est vraiment la cata. Après, il faut relativiser, tu vois, c'est pas non plus un pays d'Afrique, hein, dysfonctionnel. Mais il faut quand même s'attendre. Moi, tu vois, malheureusement, je suis pas très optimiste sur l'avenir de la France dans les 10 à 20 prochaines années, voire plus. Faut s'attendre quand même à, en gros, payer plus, avoir moins de services, avoir une atmosphère qui se dégrade, voilà, des comptes publics qui sont dans le rouge systématiquement. Et du coup, en réaction, la population va être de plus en plus désespérée et va commencer à mettre au pouvoir des populistes qui leur diront exactement ce qu'ils veulent entendre. On voit déjà les signes de ça aujourd'hui, hein. Là, on ne sait pas qui va être élu en 2027, mais bon, pour l'instant, les candidats, c'est pas foufou, quoi. Et le risque que le Rassemblement national ou la France insoumise se retrouve au pouvoir est quand même pas négligeable. On n'a jamais eu un risque aussi haut dans toute l'histoire récente, tu vois. Donc, on voit bien ça. Et donc, moi, ce que je prédis, c'est pour la France un peu un scénario à l'Argentine, où en fait, au bout d'un moment, ça sera tellement la cata, ça sera tellement n'importe quoi que les gens éliront une sorte de Churchill de l'économie, un Milley qui coupera la tronçonneuse de l'État, parce que c'est ce qu'il faut faire finalement. Il faut réduire l'État. Tu vois, c'est un des constats de mon livre, une des thèses majeures, c'est que en fait, les États au XXIe siècle n'ont plus les moyens de faire les mêmes promesses qu'au XXe siècle. Parce que le XXe siècle a vu l'apogée de la puissance de l'État-nation centralisateur, parce que les technologies favorisaient la centralisation à l'époque, alors qu'aujourd'hui, les technologies favorisent la décentralisation. Donc,
Bah, ça, c'est Ça, tout c'est le un constat. sujet, tu vois. Oui, oui, bah là, tu vois, on peut parler Parce pendant des heures. Déjà, il y que a 600 pages dans le bouquin, tu vois. Donc, mais juste pour rester sur la France, ceci étant dit, donc il faut s'attendre à un déclassement. Aujourd'hui, on doit être la sixième ou septième puissance économique mondiale. Il faut s'attendre à ce que dans 20 ans, on soit peut-être encore dans le top 20, mais clairement pas la même place, hein. Et il va y avoir des pays surprenants qui vont passer devant. Je pense notamment à l'Indonésie, par exemple. Et donc ça, pour c'est dit. vivre, Mais après, bon, pour être souvent en Indonésie, la différence, c'est le jour et la nuit. Tu vois, il y a un terme qui est utilisé souvent et je trouve que c'est assez péjoratif, c'est le mot de tiers-monde. mhm. Et techniquement, l'Indonésie, ça a été nommé comme étant un pays du tiers-monde. Et je me suis dit, mais attends, mais quand il va, moi, c'est pas un pays du tiers-monde où je vais là. Et en fait, Ah en bah non. creusant, tiers-monde, tu sais d'où ça vient à la base? Bah, c'est un terme des années 50 ou 60, Ouais. non? Pendant la guerre froide, en fait, t'avais en gros les deux premiers mondes, c'était États-Unis et Russie. Bon, Ouais. enfin, hein, et le tiers-monde, c'était tout le reste. Enfin, mais ça a été ensuite nommé comme étant pays en voie de développement. Mais quand tu vois la facilité de service, les accueils, etc., que tu as en Indonésie, la vitesse à laquelle le pays avance, mais c'est choquant, voire bluffant, tu vois, par rapport à ce qui se passe en France, tu vois. Clairement, il va y avoir plusieurs pays d'Asie qui vont nous dépasser. Après, bon, en PIB pur, l'Inde est déjà au-dessus, mais c'est normal, ils ont une population qui est genre 20 fois supérieure. Donc. Mais faut surtout regarder le PIB par habitant. Il va y avoir des pays surprenants qui vont nous dépasser. Après, voilà, faut relativiser, on sera quand même dans le top 20% des pays. Mais voilà, il faut s'attendre à un déclassement, un vrai déclassement, et à se retrouver avec des populistes au pouvoir qui vont faire n'importe quoi, hein. Donc, je pense pas que ça va aller en s'améliorant. Et c'est une autre raison pour partir. Donc là, voilà, là j'ai un peu bifurqué par rapport à Dubaï, mais tu vois, c'est sûr que dès que tu deviens un client dans un marché de juridiction, en fait, tu deviens une sorte d'entité semi-souveraine et tu n'as pas le même rapport de force avec les États. Et du coup, parce que si demain un État à nouveau te gaffe, tu peux te barrer. Ça, c'est super important. Et du coup, tu peux accepter que des systèmes de surveillance que tu n'accepterais pas dans un autre contexte où tu resterais immobile sur un même territoire, à condition que ça soit bien utilisé. Voilà. Ouais, parce que là, tu parles, tu vois, de centralisation notamment. Et Ouais. moi, c'est quelque chose, tu vois, j'ai un point de vue qui a beaucoup évolué par rapport aux crypto-monnaies notamment. Oui, Où moi aussi. quand ça s'est lancé, tout le monde était. C'est la liberté, le truc le plus libre, etc. Mais là, tu te rends compte que j'y crois de moins en moins. Ah ok, bah non, moi j'ai voulu différemment, donc on peut en parler si tu veux. Parce que tu vois, bah, c'est simple, que va-t-il. Enfin, c'est simple, un État décide de dire non aux crypto-monnaies, bah, toi, c'est fini. Ah bah non, pas Enfin, du tout, je suis pas d'accord avec toi. Au mais il se passe contraire. quoi si demain t'es. Enfin, tu vois, exemple, demain, t'as l'Europe qui est en train de mettre en place L'euro l'euro numérique, ouais. digital. Mhm. Bah, en gros, simple, ils font. Enfin, ils ont leur mot à dire dans tout ce que tu peux être amené à faire, tu vois. En gros, Absolument, mais c'est c'est extrêmement limite dangereux comme première étape technologie. Ouais. du crédit social qu'on voit en Chine, tu vois. Donc là, je me dis, ok, crypto-monnaie, est-ce que c'est aussi libre que ça dès que c'est aux mains des banques centrales? Bah non, mais attends, attention, oula, faut pas confondre. Alors déjà dans le crypto, à la base, c'est juste technologie basée sur la blockchain et le chiffrement, hein. Donc voilà, donc tu peux faire tout avec ça. Donc c'est pas les cryptos en tant que telles, c'est certaines cryptos. Je pense notamment au Bitcoin, à Ethereum et à Monero. Écoute, dans l'histoire, on a plein d'exemples d'États qui ont interdit des trucs et ça a empêché personne d'utiliser ces trucs quand même. Tu vois, l'exemple le plus connu, c'est la prohibition. Donc pendant 15 ans à peu près, l'État américain a interdit l'alcool. Est-ce que ça a empêché les Américains de boire de l'alcool? Pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul amendement qui a été révoqué de toute l'histoire des États-Unis, parce qu'en fait, il y avait tellement de gens qui continuaient à boire que ça a encrassé le système judiciaire américain qui ne pouvait pas s'occuper des affaires les plus sérieuses et que ça a alimenté une massive industrie criminelle, hein. Al Capone et tout ça, leur richesse venait de ça, de surtout le trafic d'alcool, parce que c'est pas, en fait, c'est ça, c'est pas parce que tu interdis un truc que d'un seul coup tu supprimes le besoin. Alors, en Oui, fait, le besoin, historiquement, il sera toujours là. non, mais tant que le Néanmoins, besoin est là, il y aura un marché noir, c'est obligatoire. Ça, c'est toujours vérifié. Il n'y a jamais eu aucune exception à ça. oui. Donc Euh, après, la question, c'est autre- est-ce que tu veux être dans la légalité ou pas, quoi. Oui, mais attends, mais tout le monde a déjà fait des trucs illégaux. Genre, regarde les drogues, par exemple. Ça fait depuis les années 70 qu'il y a une guerre contre les drogues, que ça a coûté 1000 milliards de dollars, je crois, juste aux États-Unis. Et pourtant,
c'est toujours extrêmement facile de se procurer des drogues dans n'importe quelle ville occidentale. Franchement, tout le monde le sait. Donc, je veux dire, ça montre bien à quel point c'est pas parce que tu interdis un truc que ça disparaît. Et donc, je veux dire, si toi et moi on voulait se procurer de la drogue, on pourrait le faire facilement. Et n'importe qui peut le faire. C'est facile, c'est vraiment facile. Donc, remarque cette facilité, alors que c'est vraiment un des trucs les plus interdits, avec des vraies peines lourdes pour les dealers et tout ça, et des moyens considérables qui ont été mis depuis des décennies. Si c'est d'interdire les cryptos, ça va être exactement pareil. C'est pas parce que tu interdis un truc que tu peux l'empêcher. Donc pour moi, ils vont juste donner un coup d'épée dans l'eau et ça va au contraire légitimer certaines choses, tu vois. En fait, l'État, s'il ne s'attaque pas à la demande, il peut pas. Il y aura toujours. Si tu peux arrêter tous les dealers de drogue du monde, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre la place du mec qui vient de se faire arrêter. Parce que tant qu'il y a de la demande, il y a plein d'argent à se faire. Il y aura toujours des gens qui seront. Mais c'est l'offre et la demande, tu vois. Il y aura toujours des gens qui seront prêts à fournir une offre pour répondre à un besoin. Oui. J'entends bien. Ouais. Et tu vois, ça fait partie des questions, c'est ça. Et c'est aussi de voir, voilà, c'était libre. Mais plus ça va, plus tu commences à voir des réglementations, de la législation autour de toutes ces affaires-là, tu vois. Donc, tu as aussi tous ces éléments-là aussi à prendre en compte. Et ce désir de décentralisation qui est à la base des crypto-monnaies est en train de se centraliser de plus en plus. Ça dépend. Bitcoin reste extrêmement décentralisé et c'est littéralement un phénomène qui est inarrêtable. Il y a plein d'États qui ont interdit le Bitcoin. C'est pas ça qui a empêché le Bitcoin de Oui, non, continuer. mais c'est pas quelque chose qui va l'arrêter. Mais si tu es dans un pays, tu vois, genre, admettons, en Europe, demain, ils disent interdit de payer en autre chose que dans de l'euro numérique. Eh ben, ok, mais on s'en fout, ça va rien changer. Tu pourras dire aux commerçants, bah, je peux vous payer en Monero. Le gars, il va sortir son smartphone, son application, et l'État le saura pas. Enfin, c'est comme la même chose que quand tu payes en cash aujourd'hui. C'est pas parce que l'État te dit, je veux dire, c'est illégal depuis le début, depuis très très longtemps, de pas déclarer ses revenus à l'État. Mais ça va pas empêcher les gens de faire du blague, quand même. Enfin, c'est pas ça que ça va rien changer. La Rien du différence, tout. quand même, c'est qu'en crypto, tu as toutes les transactions qui sont loguées dans la blockchain. Oui, mais alors c'est pour ça que je te parle de Monero, parce que Monero, c'est une crypto-monnaie qui est conçue pour être intraçable. Elle est absolument intraçable, tu peux rien faire. L'État est complètement impuissant par rapport à Monero, et même Bitcoin et Ethereum, tu as des solutions pour les rendre intraçables en fait. Les gens qui te disent Bitcoin c'est super traçable, ils ont tort. Tu peux utiliser en fait ce qu'on appelle des conjoins. En fait, l'idée c'est que, admettons que tu aies des Bitcoins que tu voudrais dépenser, mais c'est lié à ton identité. Et tu veux pas qu'on le sache, bah, en fait, tu peux simplement faire un pool, tu vois, un mix. Tu vas envoyer ces bitcoins avec 50 personnes qui vont mettre aussi des bitcoins dans un pool commun. C'est mixé, et puis hop, toi tu en prends d'autres, et du coup, bah, impossible de savoir qui a quoi, tu vois. Par exemple, tu as Wasabi Wallet qui fait ça, c'est un wallet Bitcoin que tu peux télécharger. Tout le monde peut télécharger, installer sur son ordi ou sur son téléphone. Alors, ça marche pas sur iOS, mais ça fonctionne sur Android. Et puis hop, ça mixe tes Bitcoins. Et ni vu ni connu, tu as des Bitcoins complètement anonymes. Hein. Tu as Samurai Wallet aussi. Sur Ethereum, tu as Tornado Cash. Tu as plein d'autres systèmes. Enfin, non, c'est pas parce Très que. intéressant. Ouais. Et je me disais aussi, il y a quand même l'autre verre de la médaille, c'est si c'est trop traçable, que va-t-il se passer pour toute la partie corruption, tu vois. Parce que je pense que la corruption, tu vois, la différence entre les États occidentaux et les États, par exemple, en Asie, dans tous les cas, ça se passe, sauf qu'en Asie, on a de la corruption, on vous le dit, alors qu'en Europe, États-Unis, enfin, en pays occidentaux, il y est, mais on dit que non, il n'y en a pas trop, tu vois. Et du coup, je me dis, si ça va continuer à se faire, tu vois, c'est toujours une pratique qui va fonctionner, donc ils vont avoir un besoin d'anonymité, tu vois. Oui, tout à fait. Voilà. Déjà, rien que pour le marché noir, Monero, c'est absolument parfait. Là, il y a quelqu'un qui avait volé pour 300 millions de dollars de Bitcoin. Il a tout recyclé en Monero et ça a fait augmenter le prix de Monero de 50% en un jour, quoi. Mais parce que et là, tu vois, ceux qui sont pour Monero disent, bah en fait, une fois que l'essentiel du marché noir et illégal aura migré sur Monero, la monnaie vaudra encore plus. Je veux dire, on peut déplorer ça, mais ça a toujours fait partie des activités humaines. Tu peux mettre toutes les technologies que tu veux.
il y aura toujours des technologies qui vont aussi. Mais alors, tu vois, ça aide les criminels, mais ça aide aussi les dissidents politiques. Ça aide les gens qui veulent se protéger contre un État trop gourmand. Ça aide aussi, ça fait un vrai contre-pouvoir aux dérives dystopiques de, par exemple, l'UE qui aimerait bien, on le voit bien, hein, contrôler beaucoup plus finement ses habitants. Tu vois, au final, je dis dans mon livre, les États, pour résister à toutes les disruptions qui les menacent, et là on a parlé de juste une petite partie, vont avoir deux grandes voies. Soit la voie de faire un changement de paradigme et de considérer leurs résidents plus comme des clients que comme des contribuables, ce qui pour certains pays est une tâche titanesque, hein, je pense notamment à la France, imagine le changement de culture qu'il faudrait dans la population et l'administration pour juste faire ce changement de paradigme, c'est démentiel. Ça, c'est première voie. Et deuxième voie, c'est essayer de contrôler de plus en plus la population. Donc, inspiration du modèle chinois, on glisse vers un modèle de surveillance totale numérique à la chinoise. Très dystopique. Et on voit déjà les signes de ça, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, notamment avec ces projets de monnaie centrale, de monnaie numérique de banque centrale, qui vont pouvoir permettre de monitorer exactement toutes les dépenses de la population et même d'avoir de l'argent programmable qui vont te forcer à adopter certains comportements. C'est extrêmement dangereux, la pente glissante de cette technologie. Avec de la péremption sur ton argent, j'ai trouvé ça... Potentiel, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est assez... Ouais, c'est comme toi, effectivement, c'est potentiel. Mais le monde est fait c'est un équilibre. Dès que tu as quelque chose, si tu as le jour, tu as la nuit. Si tu as le noir, tu as le blanc. Donc, quand il y aura ça, il y aura forcément un contre-coup dans la balance. Donc, absolument. Ouais. Mon cher Olivier, on a une tradition sur le podcast. C'est j'ai pris la question d'un autre invité. Tu sais pas qui c'est. Les auditeurs aujourd'hui ne savent pas qui c'est non plus. Donc, je vais te la poser. Donc, vous allez la découvrir ensemble. Et cette question, c'est si on se projette un instant, dans quelle situation te vois-tu dans 5 ans ou quels sont tes objectifs pour les 5 ans à venir? Ok, bah écoute, dans 5 ans, idéalement, mon nouveau livre sera aussi un best-seller, on verra, hein, je fais en sorte. Et puis surtout, j'espère que ça aura initié un mouvement, une prise de conscience, alors la plus large possible, hein, mais bon, à mon échelle, une prise de conscience de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, à savoir que sortir la bulle du monopéisme, commencer à voir un petit peu les possibilités qui existent dans le monde, et peut-être même une amorce d'État-réseau d'une de ces nouvelles formes de gouvernance dont je parle dans le livre. Et après, au niveau de ma situation personnelle, probablement que je ne serai plus à Dubaï, non pas parce que j'aime pas, mais c'est juste que je sens l'appel de l'aventure. Là, tu vois, je me demande si je vais pas aller vivre à Bangkok, par exemple, parce que j'adore cette ville aussi. Très différent. Donc, voilà, très différent. Mais tu vois, j'ai vécu 3 ans à Londres, j'ai vécu 7 ans à Dubaï. Dubaï, c'est vraiment incroyable, mais là, je sens un peu l'appel de l'aventure, tu vois. Donc, je vais peut-être aller continuer à explorer le monde. Ouais. Excellent. J'aime beaucoup. Je suis dans cette réflexion-là également en termes de what's next après les Pays-Bas. Donc ouais, on a plusieurs belles villes en tête. Et du coup, pour toi, donc le nom de ce podcast s'appelle le différenciateur inné. C'est quoi pour toi ton différenciateur inné? Ok, donc par rapport aux autres entrepreneurs, tu veux dire? Par rapport à qu'est-ce qui est unique chez Olivier Roland? Écoute, alors il y a plusieurs choses. Pour rester dans le contexte de l'interview, je dirais que vraiment, par rapport à quasiment tous mes collègues, quand je décide d'écrire un livre, j'écris un vrai livre, entre guillemets, tu vois. Alors, je veux pas mettre tous mes collègues dans le même panier, mais c'est vrai que beaucoup d'infopreneurs, d'entrepreneurs web, ils écrivent un livre surtout pour avoir le statut auteur. Donc, soit ils font appel à une plume, soit ça peut être une transcription audio d'une conférence qu'ils ont fait. Mais voilà, en général, c'est pas très, il n'y a pas une quantité incroyable d'efforts parce que le but, c'est juste d'avoir un livre, histoire d'être auteur. D'autres font quand même un véritable effort d'écriture, hein, quand même. Mais tu vois, vraiment, moi, quand j'écris un livre, je veux dire, je montre à nouveau la taille, tu vois, c'est un vrai travail de plusieurs années de recherche, de réflexion, de discussion, puis de confrontation, enfin de confrontation, en tout cas de mise en perspective, parce que j'envoie toujours le manuscrit à des bêta-lecteurs, tu vois, que j'ai sélectionné pour pas écrire dans ma tour d'ivoire, tu vois, c'est important. Et j'appuie toujours tout ce que je dis avec des références scientifiques, c'est très très important. Je tire pas juste les choses de mon chapeau, il y a vraiment beaucoup de recherches. Et là, il y a plus de 800 références scientifiques dans ce livre. Tu vois, j'étais tombé dans une soirée à Dubaï sur Romain Bouvet. Je sais pas si tu connais, c'est un expert LinkedIn, et il m'a dit Olivier, il faut que je te dise,
je suis un chercheur au CNRS. Il est chercheur en neurosciences cognitives. Et il me dit, ton premier livre, c'est une thèse. Je dois te le dire, franchement, bravo. Donc ça m'a fait plaisir, tu vois, qu'un chercheur au CNRS me dise ça, mais parce que je le vois un peu comme une thèse. Alors une thèse moins ennuyeuse qu'une thèse classique, hein, parce que c'est quand même conçu pour un large public. Mais je vois vraiment mes livres comme un travail de recherche. Et dans mon milieu, je suis le seul à faire ça. Ça c'est clair. Même ceux qui écrivent des vrais livres entre guillemets, ils n'ont pas ce travail de recherche vraiment poussé et profond que j'ai. Parce que Excellent. j'adore ça en fait, tout simplement. Ouais. Et toi, tu te vois plus comme auteur first ou entrepreneur first? Je suis entrepreneur first, mais disons que je vois vraiment mon métier d'auteur, c'est une passion. J'ai toujours voulu être auteur, et c'est un appel spirituel, tu vois. Ah oui, Euh, carrément, quoi. C'est appel ouais, spirit, c'est pas n'importe quoi, là. oui, c'est vraiment une mission. C'est-à-dire que, tu vois, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire mon premier livre? Donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'était en 2012, et je me suis retrouvé dans une situation assez paradoxale. C'est que j'avais accompli tous mes objectifs. Tu vois, je gagnais plus d'argent que ce que je pouvais en dépenser. Je voyageais 6 mois par an. Je vivais ma meilleure vie. J'inspirais des milliers de personnes chaque mois. Et je me suis dit, waouh, génial, ça c'était cool. Mais le paradoxe, c'est du coup, j'ai ressenti un certain vide parce que je me suis demandé, mais quelle est l'étape d'après, tu vois, quand tu as accompli tous tes objectifs? C'est un peu bizarre, mais Le tu te what's dis, next, exactement. bah ouais. Et là, du coup, tu vois, je me suis posé la question de comment je peux retrouver le feu sacré. Et quelque chose qui m'a inspiré, c'est la pyramide de Maslow. Ok. Et les deux, tu vois, c'est la pyramide des besoins. Et les deux étages supérieurs de la pyramide Maslow, c'est en gros la réalisation de soi et l'apport de valeur au monde. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais me lancer dans un projet qui a un rêve, c'est-à-dire de devenir auteur, qui va me permettre de me réaliser en même temps d'apporter un maximum de valeur au monde. C'est-à-dire que j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir à 19 ans quand j'ai créé mon premier business, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises Mm. parce que je connaissais rien. Et c'était même une démarche artistique dans le sens où c'est ce que je dis à mon audience. C'est un peu le paradoxe des entrepreneurs, c'est que quand on atteint le succès, en général, c'est parce qu'on a eu vraiment un focus intense sur l'effet de levier. On a essayé d'avoir plus de résultats avec la même quantité de travail. Et ça, c'est top. Et tu vois, on raisonne en termes de ROI, 80-20, effet de levier, etc. C'est top. Mais au bout d'un moment, le paradoxe de ça, c'est que tu deviens un peu prisonnier de cette situation. Et que une des clés pour avoir un business au service de sa vie, ce qui est aussi ce que j'enseigne, c'est qu'à un moment, tu dois lâcher ça sur certaines choses qui comptent pour avoir une démarche un peu plus artistique, parce que l'intérêt d'atteindre le succès aussi, c'est d'avoir cette liberté de pouvoir lâcher le ROI pour pouvoir te consacrer à des choses qui te plaisent intrinsèquement, même s'il n'y a pas de retour sur investissement qui font sens, qui fait Mm. sens directement. Et donc, c'est ça ce que j'appelle avoir une démarche artistique, tu vois. Faut pas faire ça sur tout, hein, sinon ton business cool, mais tu peux te le permettre justement sur certains aspects de ta vie. Et clairement, tu vois, donc il faisait cette taille-là aussi le premier. Si j'avais passé la même quantité d'efforts à créer des formations, j'aurais gagné des millions en plus, littéralement. Mais des millions en plus, ça n'aurait pas changé ma vie fondamentalement, alors que avoir écrit ce livre, ça a vraiment changé ma vie, changé la vie de pas mal de personnes. Parce que comme tu l'as dit, c'est vendu à 130 000 exemplaires. Bon, ce que je savais pas, je prenais un risque, tu vois. Mais pas grave, parce que c'était une démarche artistique. Je savais pas s'il allait se vendre à 10 000 exemplaires même. Hein. Ce qui est le seuil pour avoir un statut best-seller en France. Mais donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a drivé, tu vois, Ouais. fondamentalement. Excellent. 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 Ouais, donc il y a vraiment un désir de contribution qui est très fort et tu dis Ouais, même un appel spirituel. Fantastique. ouais. Et bah pareil pour le deuxième livre. Tu vois, j'ai vu toutes ces choses que les monopiles ne voient pas, et je me suis dit, bah, il faut que je leur ouvre les yeux au maximum, tu vois, à mon échelle. Magnifique. Et pour les personnes voilà, qui sont inspirées par ce que tu as partagé aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent, un, se procurer le livre et deux, te contacter? Alors, bah, le livre, il est dans toutes les bonnes librairies de la francophonie, même l'Afrique francophone. Hein. S'il n'est pas en librairie, vous pouvez le commander et votre libraire se fera un plaisir de vous le livrer. Sinon, il est sur Amazon, Audible, Kindle, etc. Le Kobo de la Fnac. Il est vraiment partout. Et puis, bah, pour les gens qui veulent me suivre, ils peuvent aller sur ma chaîne YouTube, Olivier Roland, par exemple. Magnifique. Je suis sur tous les réseaux, donc Super. je On suis mettra les facile liens à dans la trouver. description. Ouais. Ok. Tu vois, on a une mission dans le podcast, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Ah bah excellent. Ouais. Merci. Là, on a révélé ton potentiel. Et pour continuer cette chaîne de connexion de l'humanité, quelle est l'autre personne que tu souhaites que j'interviewe sur ce podcast et qui est dans ton réseau? Ouais, bah, j'en ai plein à te proposer. Est-ce que tu as déjà interviewé Benoît Wojtenka de Bonne Gueule? Non. Bah voilà.
Parce que lui, c'est intéressant. Il a eu cette démarche à la base. Blonde Bungle, c'est un blog de mode masculine. Et c'est le seul infopreneur à ma connaissance qui en a profité pour lancer un business physique. Parce qu'il a un réseau de magasins en France maintenant qui vendent la marque Excellent. Bungle, tu vois. Ouais. Excellent. Moi, à la base, enfin, tu le sais, c'est pas, mais mes parents sont dans le prêt-à-porter. Ah, bah tu Donc, vois, je savais pas. Non. mais moi, je viens de Troyes, dans l'Aube à la base. Ok. Et c'est là où tu as tous les magasins de jeans. Donc, mon père avait ouvert son magasin quand McArthurGlen avait ouvert à Troyes. Donc, ça a été intéressant de parler de ça. Super, super. Bah écoute, Benoît, avec plaisir de t'avoir sur le podcast. Et bah voilà, notre podcast touche à sa fin. Et je voudrais te laisser le gros mot de la fin. Avec quoi est-ce que tu souhaites que nos auditeurs repartent aujourd'hui? Bah, écoutez, pour transformer de la culture générale en compétences, il faut juste choisir une action à mettre en place. Si vous êtes là, c'est que ça vous a intéressé le sujet. Donc, choisissez une action que vous allez mettre en place suite à ce podcast. Et ça va être peut-être le premier petit pas d'un voyage de 1000 lieues. Peut-être simplement commencer à faire une liste des pays qui vous font rêver. Peut-être prévoyez un voyage parce que avant d'aller déménager quand même je recommande de visiter les pays hein, même s'il y en a qui déménagent des fois sans avoir visité, c'est un peu kamikaze pour moi mais bon et puis renseignez-vous sur le sujet puis voilà si vous voulez lire mon livre eh bien il est à nouveau disponible partout. Olivier, un grand merci de ta présence aujourd'hui. Et puis, citer Lao Tse, ça fait toujours très plaisir sur le podcast. Donc, merci. Merci à toi Gaël. Et à bientôt, mes chers auditeurs. On se voit la semaine prochaine avec un nouvel invité mystère. Bonne fin de journée. Bye bye.